Mars 1941. Mayor Island Naval Shipyard, Vallejo, Californie. La flamme du chalumeau vacillait dans la pénombre de la baie de construction des sous-marins, tandis qu'Edward Nelson, soudeur payé 11 $ par jour, griffonnait sa frustration dans un carnet usé. Il doit bien exister une meilleure façon. C'est de la folie. Les contremaîtres de la Navy ne cessent de me dire d'aller plus vite, mais ils refusent d'écouter ma solution. En se faufilant dans le dédale d'échafaudage sous le pont, en bois d'un sous-marin, en construction, il venait d'assister à une scène qui lui faisait bouillir le sang. Une douzaine d'ouvriers avaient passé tout un service à installer une seule section de latte de pont. D'immenses structures d'échafaudage encombraient les compartiments intérieurs sous chaque pont en bois. Des hommes clés en main travaillaient dans des espaces exigus, vissant des écrous sur des boulons descendus d'en haut. Des heures et des heures d'efforts, rien que pour fixer des planches de bois sur des cadres d'acier. La méthode traditionnelle exigeait précision, patience et surtout un temps précieux, un temps que l'Amérique n'avait pas, alors que des nuages de guerre s'amoncelaient au-dessus du Pacifique. Pourtant, ici, dans ce qui allait bientôt devenir l'un des chantiers navals les plus actifs du monde, les méthodes de fixation restaient les mêmes qu'elles l'avaient été depuis des décennies. Theodore Edward Nelson, 36 ans, né en Californie, avait acquis sa science de la mécanique à la dure 15 ans, dans des ateliers, à travers l'État, 15 ans, à apprendre le comportement du métal, la circulation de l'électricité et la façon de résoudre les problèmes, pour peu que quelqu'un accepte d'écouter. Aucun des superviseurs de la Navy ne savait que ce soudeur, exaspéré, avait déjà trouvé la solution à leurs problèmes, et Nelson ignorait encore que son idée simple, rejetée et méprisée par ses supérieurs, allait bientôt faire économiser à la marine des États-Unis plus de 50 millions d'heures de travail et transformer à jamais la construction navale. La transformation avait commencé des semaines plus tôt, dans les espaces exigus sous les ponts, là où se livrait chaque jour la véritable guerre contre l'inefficacité. Nous sommes le 15 mars 1941, 8 mois et 22 jours avant Pearl Harbor. Le chantier naval de Mayor Island s'étend sur 635 acres, le long de la Napa River, à Vallejo, Californie, à 25 miles au nord-est de San Francisco. Fondé en 1854 par le commandant David Glasgow Farragut, c'était la première base de l'US Navy établie sur l'océan Pacifique. Et au début de 1941, Mayor Island était devenu le principal site de construction de sous-marins de la côte ouest, tournant jour et nuit 3 équipes 7 jours sur 7, à mesure que les tensions avec le Japon accéléraient la cadence. Le chantier employait environ 12 000 civils au début de 1941, un effectif qui grimperait à près de 50 000 en 1944, et parmi eux se trouvait Ted Nelson, matricule 3872, payé 11 $ par jour pour l'équipe de 7 heures à 16 heures soudeurs, surtout sur coques et structures internes de sous-marins rapides et précis, mais de plus en plus ulcérés par ce qu'ils percevaient comme un gaspillage éhonté. Le problème sautait aux yeux partout la pose des platelages en bois sur sous-marins destroyers et porte-avions. La Navy imposait les ponts en bois, pour de bonnes raisons, meilleure adhérence par temps humides, silence des déplacements, isolation du froid de l'acier, facilité de réparation en cas d'incendie, mais la méthode de pose était archaïque, gourmande, en main-d'œuvre et désespérément lente. La procédure standard inchangée depuis la Première Guerre mondiale se déroulait en étapes complexes, percer d'abord les planches, à intervalles précis, et fraiser les trous pour noyer les têtes de boulons, positionner ensuite les lames sur l'ossature d'acier, puis, et c'était le cauchemar, monter d'immenses échafaudages sous le pont,
à l'intérieur des compartiments du sous-marin ou du navire. Mars 1941, Mayor Island, Naval Shipyard, Vallejo, Californie. La flamme du chalumeau vacillait dans la pénombre de la baie de construction des sous-marins, tandis qu'Edward Nelson, soudeur payé 11 $ par jour, griffonnait sa frustration dans un carnet usé. Il doit bien exister une meilleure façon. C'est de la folie. Les contremaîtres de la Navy ne cessent de me dire d'aller plus vite, mais ils refusent d'écouter ma solution. En se faufilant dans le dédale d'échafaudage sous le pont, en bois d'un sous-marin, en construction, il venait d'assister à une scène qui lui faisait bouillir le sang. Une douzaine d'ouvriers avaient passé tout un service à installer une seule section de lattes de pont. D'immenses structures d'échafaudage encombraient les compartiments intérieurs sous chaque pont en bois. Des hommes clés en main travaillaient dans des espaces exigus, vissant des écrous sur des boulons descendus d'en haut. Des heures et des heures d'efforts, rien que pour fixer des planches de bois sur des cadres d'acier. La méthode traditionnelle exigeait précision, patience et surtout un temps précieux, un temps que l'Amérique n'avait pas, alors que des nuages de guerre s'amoncelaient au-dessus du Pacifique. Pourtant, ici, dans ce qui allait bientôt devenir l'un des chantiers navals les plus actifs du monde, les méthodes de fixation restaient les mêmes qu'elles l'avaient été depuis des décennies. Theodore Edward Nelson, 36 ans, né en Californie, avait acquis sa science de la mécanique à la dure 15 ans dans des ateliers, à travers l'État, 15 ans, à apprendre le comportement du métal, la circulation de l'électricité et la façon de résoudre les problèmes, pour peu que quelqu'un accepte d'écouter. Aucun des superviseurs de la Navy ne savait que ce soudeur exaspéré avait déjà trouvé la solution à leurs problèmes, et Nelson ignorait encore que son idée simple, rejetée et méprisée par ses supérieurs, allait bientôt faire économiser à la marine des États-Unis plus de 50 millions d'heures de travail et transformer à jamais la construction navale. La transformation avait commencé des semaines plus tôt dans les espaces exigus, sous les ponts, là où se livrait chaque jour la véritable guerre contre l'inefficacité. Nous sommes le 15 mars 1941, 8 mois et 22 jours avant Pearl Harbor. Le chantier naval de Mayor Island s'étend sur 635 acres le long de la Napa River à Vallejo, Californie, à 25 miles au nord-est de San Francisco. Fondé en 1854 par le commandant David Glasgow Farragut, c'était la première base de l'US Navy établie sur l'océan Pacifique, et au début de 1941, Mayor Island était devenu le principal site de construction de sous-marins de la côte ouest, tournant jour et nuit, 3 équipes, 7 jours sur 7, à mesure que les tensions avec le Japon accéléraient la cadence. Le chantier employait environ 12 000 civils au début de 1941, un effectif qui grimperait à près de 50 000 en 1944, et parmi eux se trouvait Ted Nelson, matricule 3 payé 11 $ par jour pour l'équipe de 7 heures à 16 heures soudeur, surtout sur coques et structures internes de sous-marins rapides et précis, mais de plus en plus ulcérés par ce qu'ils percevaient comme un gaspillage éhonté. Le problème sautait aux yeux partout, la pose des platelages en bois sur sous-marins destroyers et porte-avions. La Navy imposait les ponts, en bois, pour de bonnes raisons, meilleure adhérence par temps humide, silence, des déplacements isolation, du froid de l'acier, facilité de réparation en cas d'incendie, mais la méthode de pose était archaïque, gourmande, en main-d'œuvre et désespérément lente. La procédure standard inchangée depuis la Première Guerre mondiale se déroulait en étapes complexes. Percer d'abord les planches à intervalles précis et fraiser les trous pour noyer les têtes de boulons, positionner ensuite les lames sur l'ossature d'acier, puis
et c'était le cauchemar monté d'immenses échafaudages sous le pont, à l'intérieur des compartiments du sous-marin ou du navire. Plusieurs niveaux de plateforme étaient nécessaires pour permettre aux ouvriers d'accéder à la face inférieure de l'ossature de pont en acier. Une fois l'échafaudage en place, les équipes d'en haut et d'en bas devaient se coordonner pour insérer de longues tiges filetées à travers les planches de bois et les trous correspondants dans la structure en acier. Les ouvriers situés dessous, sur des plateformes étroites et sombres, enfilèrent des écrous sur les extrémités saillantes des boulons. Ils serrèrent ces écrous à la clèche, tirant les planches de bois fermement contre l'ossature métallique au-dessus. Enfin, les ouvriers du dessus rebouchaient les fraisages avec des bouchons de bois, obtenant une surface de pont lisse. Le processus entier se répétait pour chaque section de platelage. Sur un sous-marin, il pouvait y avoir plusieurs centaines de pieds carrés de platelage en bois, nécessitant des milliers de points de fixation individuels. Sur un porte-avions, le pont en bois couvrait des dizaines de milliers de pieds carrés. Les besoins en main-d'œuvre étaient stupéfiants. L'installation typique d'un pont de sous-marin demandait une équipe de 12 à 16 hommes, travaillant pendant 5 à 7 jours. L'échafaudage seul nécessitait 2 journées complètes pour être monté et une autre journée pour être démonté. L'installation effective des boulons absorbait le reste du temps. Ted Nelson avait effectué ce travail des dizaines de fois. Il avait passé d'innombrables heures sur des plateformes d'échafaudage, enfilant des écrous sur des boulons dans des compartiments de sous-marins à peine hauts de 1-2 mètres. Son dos le faisait souffrir à force de se courber sans cesse. Ses jointures étaient marquées par les clés qui glissaient. Sa patience était épuisée. Mais au-delà de l'inconfort personnel, c'est une vision d'ensemble qui alimentait sa frustration. La guerre approchait. Tout le monde à Mare Island le savait. Le chantier accusait déjà du retard sur la construction des sous-marins. La Navy avait besoin de bateaux en mer, pas de bateaux à sec, en attente de la pose du pont. Chaque jour de retard rapprochait du conflit. L'Amérique n'était pas prête à se battre, et Nelson savait qu'il existait une meilleure méthode. Il réfléchissait à ce problème depuis des mois, le retournant dans sa tête pendant les longues heures de soudure routinière. La solution lui parut évidente. Au lieu de boulonner depuis le dessus et de serrer des écrous dessous, pourquoi ne pas souder des goujons d'attache directement sur l'ossature en acier, soudure depuis un seul côté par le dessus? Plus d'échafaudage, plus d'écrous, ni de boulons, plus d'ouvriers, entassés dans les compartiments inférieurs, juste des soudures rapides, solides et permanentes. Le concept était simple. Un goujon, fileté essentiellement, un boulon sans tête, pouvait être soudé sur la structure en acier en une fraction de seconde. Les planches de bois recevraient des inserts filetés ou des écrous spéciaux pour s'y fixer. L'opération entière pourrait se faire uniquement par le dessus. Plus d'échafaudage, plus de travail. Sous pont, plus de coordination entre équipes. Nelson avait déjà vu la soudure de goujon. Sous une forme limitée, la technique existait pour les plaques plates horizontales. On disposait une petite quantité de poudre de flux sur une surface d'acier plate. On plaçait le goujon dans le flux et un arc électrique assemblait le goujon à la pièce. Mais cette méthode ne fonctionnait que sur des surfaces horizontales. La poudre de flux tombait simplement sur des surfaces verticales ou en plafond, et la construction navale exigeait de pouvoir souder dans toutes les positions verticales horizontales en plafond, à tous les angles. C'était le problème qui avait embarrassé les ingénieurs en soudage pendant 20 ans. Comment faire fonctionner la soudure de goujon
sur des surfaces non horizontales. Nelson crut tenir la réponse. Elle était si simple qu'il en rit presque lorsqu'elle lui vint. Au lieu d'utiliser de la poudre de flux libre, enfermer le flux dans un petit capuchon céramique. Fixez ce capuchon à l'extrémité du goujon. Le flux restait en place, quelle que soit la position. Il esquissa son idée dans son carnet. Un pistolet de soudage portatif, un mécanisme à ressort pour plaquer le goujon contre la surface d'acier, une gâchette électrique pour déclencher l'arc et un capuchon de flux céramique jetable au bout de chaque goujon. L'opération entière prendrait moins d'1 seconde par goujon. Un seul ouvrier pouvait installer des dizaines de goujons dans le temps qu'il fallait auparavant pour fixer un seul boulon. Fort de cette idée, Nelson alla voir son supérieur, un lieutenant de la Navy, nommé Morrison. L'entretien dura moins de 5 minutes. Morrison jeta à peine un coup d'œil au croquis. « Nous avons des procédures établies, monsieur Nelson. Nous suivons les spécifications de la Navy. Si vous préférez souder plutôt que superviser l'installation des boulons, contentez-vous de vos tâches actuelles. » Nelson tenta à nouveau sa chance auprès de l'ingénieur en chef du chantier, un civil nommé Hartwell. Il lui expliqua les économies de temps, la réduction de main-d'œuvre, la suppression du coût des échafaudages. Hartwell fut plus courtois que Morrison, mais tout aussi sceptique. « Mon garçon, des gens bien plus intelligents que vous et moi essaient de résoudre ce problème depuis 20 ans. Si c'était si simple, quelqu'un l'aurait déjà fait. » Il ajouta que la Navy avait ses spécifications. On ne pouvait pas modifier les procédures simplement parce qu'un soudeur avait une idée. Il fallait l'approbation du Bureau of Ships à Washington, des études techniques, des essais de prototypes, un processus de plusieurs années. « Nous n'avons pas des années, » protesta Nelson. « Nous avons besoin de sous-marins maintenant. » Hartwell haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème, monsieur Nelson. Mon problème, c'est de construire des navires selon les spécifications approuvées. Le vôtre, c'est de faire le travail pour lequel vous êtes payé. » Nelson quitta la réunion furieux et désabusé. Il leur avait offert une solution pouvant économiser des milliers d'heures par sous-marin, mais il l'avait écartée sans réelle considération. Non parce que son idée était mauvaise, mais parce qu'il n'était qu'un soudeur. Changer les procédures signifiait paperasse et autorisation. L'innovation pesait moins que la conformité. Il fit une dernière tentative en rédigeant une lettre officielle au commandant du chantier, le capitaine Thomas Withers. Dans une prose soignée, il exposa les inefficacités actuelles, proposa la solution du soudage de goujons et estima les gains de temps et de coûts. 3 semaines plus tard, il reçut une réponse standardisée, remerciement poli, explication que sa suggestion serait examinée par le Bureau of Ships et indication que le processus prendrait de 18 à 24 mois. Nelson froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Ce soir-là, il prit une décision qui allait changer sa vie. Et l'histoire de la construction navale, si la Navy refusait d'écouter, il construirait lui-même son invention et prouverait qu'elle fonctionnait. Il dégagea un espace dans le garage derrière sa petite maison de Vallejo. Sa femme Emma le regardait avec inquiétude, tandis qu'il rassemblait de la ferraille et du matériel de soudage. « Ted, tu vas te faire renvoyer, » prévint-elle. « Tu es censé travailler sur les projets de la Navy, pas sur tes propres inventions. »« Celle-ci aidera la Navy, » répondit-il. « Ils ne le savent simplement pas encore. » Durant les semaines suivantes, le soir et les week-ends, Nelson construisit son premier prototype de pistolet de soudage de goujon. Le design était rudimentaire, mais fonctionnel,
une poignée en forme de pistolet, un piston à ressort, pour maintenir et presser le goujon, une gâchette électrique reliée à la source de courant, un mécanisme de chargement rapide. L'innovation cruciale résidait dans le capuchon de flux. Après des dizaines d'essais, avec différentes céramiques et compositions, il conçut un capuchon retenant parfaitement le flux, assurant un amorçage fiable de l'arc et peu coûteux à fabriquer. En mai 1941, il avait un prototype pleinement opérationnel. Il le testa sur des plaques d'acier dans toutes les positions horizontales, verticales, en plafond, incliné. L'outil fonctionnait à la perfection. Un goujon pouvait être soudé en moins d'une seconde. La résistance de la soudure dépassait celle des boulons traversants, et surtout elle ne nécessitait aucun accès par-dessous. Il apporta le prototype au chantier et le fit voir à plusieurs collègues pendant la pause déjeuner. Ils furent impressionnés et enthousiastes. « Ça va nous faire gagner tellement de temps », remarqua l'un d'eux. « Tu devrais le montrer à Morrison ?» suggéra un autre. Nelson secoua la tête. « Je l'ai déjà montré à Morrison. Il n'était pas intéressé. »« Alors quitte et monte ta boîte, » proposa un troisième soudeur. « Vends ton pistolet au chantier naval du pays. Tu vas faire fortune. » L'idée n'avait pas effleuré Nelson. Il était soudeur, pas homme d'affaires, pas de capital, pas d'atelier de production, aucune expérience commerciale. Mais plus il y réfléchissait, plus l'idée paraissait sensée. Si la navire refusait, son invention, peut-être les chantiers privés l'adopteraient. Les chantiers Kaiser à Richmond recrutaient. Bethlehem Steel à San Francisco s'agrandissait. Des chantiers bordant toute la côte ouest faisaient face aux mêmes pénuries de main-d'œuvre et aux mêmes pressions de production. Le 20 juin 1941, Ted Nelson remit sa démission au chantier naval de Mare Island. Son supérieur tenta de le dissuader. « Ted, tu es un bon soudeur. Ne jette pas un travail stable pour une invention folle. » Mais la décision de Nelson était prise. « Je vais fabriquer des pistolets de soudage, » dit-il à Morrison. « Et quand la navire reviendra pour les acheter, j'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. » Il quitta Mare Island avec 11 $ en poche, un garage plein d'outils et la conviction que son invention réussirait. Il constitua la Nelson Specialty Welding Equipment Corporation le 1er juillet 1941 et emprunta 95 000 $ auprès de la Reconstruction Finance Corporation, une agence gouvernementale créée pendant la dépression pour soutenir les petites entreprises. Avec ce capital, il loua un petit atelier à Vallejo et commença à fabriquer des pistolets de soudage de goujon. Les premiers mois furent difficiles, pas de clients, pas de réputation, pas de réseau de distribution. Il alla démarcher des ateliers locaux et des petites entreprises de fabrication, démontrant son pistolet et expliquant les gains de temps. La plupart restèrent sceptiques. Quelques-uns acceptèrent d'essayer un appareil de démonstration. Lentement, très lentement, des commandes commencèrent à arriver. En septembre 1941, il avait vendu 18 pistolets de soudage et plusieurs milliers de goujons avec capuchon de flux. Puis, le 7 décembre 1941, tout changea Pearl Harbor. L'attaque japonaise détruisit ou endommagea 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destroyers et 188 avions. Environ 2403 Américains périrent. Les États-Unis étaient en guerre. En quelques jours, la construction navale explosa en une activité frénétique. Les chantiers Kaiser se mirent à produire des Liberty Ships à un rythme inédit. Mare Island reçut des commandes d'urgence pour la construction de sous-marins. Bethlehem Steel et d'autres chantiers privés passèrent aux 3 équipes. Et partout surgissait la même question: comment construire des navires assez vite? Les méthodes traditionnelles étaient trop lentes, trop gourmandes,
en main-d'œuvre trop coûteuse, en temps précieux. Le téléphone de Nelson se mit à sonner. Les acheteurs des chantiers navals, qui quelques semaines plus tôt avaient rejeté son invention, voulaient désormais passer d'importantes commandes. Les chantiers Kaiser commandèrent 50 pistolets et 10 000 goujons. Bethlehem Steel en commanda 40. Même Mare Island, qu'il avait réprimandé quelques mois auparavant, passa commande pour 60 pistolets et 20 000 goujons. Morrison, son ancien supérieur, traita la réquisition. Il n'y eut ni excuse ni reconnaissance publique, seulement un ordre officiel et une demande de livraison rapide. En janvier 1942, moins d'un mois après Pearl Harbor, l'atelier de Nelson ne pouvait plus suivre la demande. Les commandes arrivaient plus vite qu'il ne pouvait produire. Il avait besoin d'une vraie usine de plus d'ouvriers et d'un meilleur équipement. Il loua une installation plus grande à San Leandro, à quelques miles au sud d'Oakland. Le bâtiment se trouvait au milieu d'un champ de maïs isolé et sans éclat, mais il offrait de l'espace, de l'électricité et des possibilités d'agrandissement. En mars 1942, Nelson employait déjà 20 ouvriers. En juin, 50. En septembre, 150. L'usine tournait, jour et nuit, 7 jours sur 7. Les pistolets de soudage sortaient de la chaîne, à raison de 30 par jour, tandis que la production de goujons atteignait plusieurs milliers quotidiennement. Tous les grands chantiers navals de la côte ouest utilisaient désormais les équipements de soudage Nelson, et les rapports qui revenaient étaient extraordinaires. L'installation d'un pont de sous-marin qui nécessitait, auparavant, 12 ouvriers, et 6 jours pouvait désormais être achevé par 3 hommes en une seule journée. L'élimination des échafaudages économisait encore 2 jours et libérait des travailleurs pour d'autres tâches. Les soudures étaient plus solides que les assemblages à boulons, et les planches de bois pouvaient être démontées et remplacées plus facilement lors des réparations. Au chantier naval de Mare Island, la construction des sous-marins s'accéléra spectaculairement. Entre 1941 et 1945, 17 sous-marins y furent achevés le temps moyen de construction, diminuant sans cesse à mesure que les nouvelles techniques étaient adoptées. La soudure de goujons n'était pas la seule innovation, mais elle constituait une pièce maîtresse du puzzle de l'efficacité. Dès le milieu de 1942, cette méthode ne servait plus seulement à fixer les ponts, mais aussi pour des dizaines d'autres usages supports de tuyauterie, attaches de câbles fixation d'équipement, points de montage sur les cloisons. Partout où il fallait fixer un élément sur une structure en acier, la soudure de goujons offrait une solution plus rapide. Le Bureau of Ships de la Navy, qui avait ignoré la proposition de Nelson au départ, étudia désormais son procédé avec intensité. Des équipes d'ingénieurs analysèrent la résistance des soudures, leur durabilité et leur mode de rupture. Les résultats confirmèrent ce que Nelson savait depuis le début. Ces soudures n'étaient pas seulement plus rapides que les méthodes traditionnelles. Elles étaient aussi plus solides et plus fiables. Le 19 novembre 1942, 11 mois seulement, après avoir quitté son emploi de soudeur, payé $11 par jour, Ted Nelson reçut une visite officielle, inattendue. 5 officiers de la Navy, en uniforme de cérémonie, débarquèrent à son usine de San Leandro. Le capitaine Harrison, représentant du Bureau of Ships, prit la parole. « Monsieur Nelson, nous venons vous informer que la Navy a terminé l'évaluation de votre procédé de soudure de goujons. Nous avons déterminé que votre invention a permis d'économiser environ 5 millions d'heures de travail dans la construction de sous-marins et de bâtiments de surface au cours des 10 derniers mois. Ce chiffre augmentera considérablement à mesure que d'autres chantiers adopteront votre technologie.
Après une pause, il poursuivit. Au nom du secrétaire à la Marine et du gouvernement des États-Unis, je suis autorisé à vous remettre une citation pour contribution exceptionnelle à l'effort de guerre. Nelson resta stupéfait. Ils avaient rejeté son idée, ignoré ses propositions, l'avaient poussé à quitter son poste et à tout risquer pour prouver son concept, et maintenant, ils lui remettaient une décoration. Le capitaine Harrison sembla percevoir son trouble. « Je sais que vous aviez soumis une proposition à Mare Island début 1941, Monsieur Nelson. J'ai consulté ce dossier. Votre suggestion n'a pas été correctement évaluée à l'époque, et c'était une erreur. Je vous présente nos excuses au nom de la Navy. Mais votre décision de développer la technologie de manière indépendante a permis son déploiement bien plus rapide qu'à travers le processus administratif normal. Parfois, la meilleure façon de servir son pays, c'est d'ignorer les voies officielles et de simplement résoudre le problème. » Nelson accepta la citation avec des sentiments, mêlés la fierté de sa réussite, la satisfaction d'avoir eu raison, mais aussi une certaine amertume envers la bureaucratie, qui avait failli empêcher cette innovation de voir le jour. La guerre continuait, les besoins de production croissaient, et son entreprise s'agrandit encore. En mars 1943, il ouvrit une deuxième usine à Camden, dans le New Jersey, pour approvisionner les chantiers navals de New York, Philadelphie, Norfolk et Charleston. À la mi-1943, la Nelson Specialty Welding Equipment Corporation employait plus de 400 personnes et générait un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 millions de dollars. Ted Nelson travaillait toujours 16 heures par jour, dans son usine vêtue des mêmes pantalons beiges et chemises de travail que ses ouvriers. Il ne se versait qu'un salaire modeste de 1 000 $ par mois, réinvestissant tous les bénéfices dans l'expansion, les équipements et le remboursement de ses prêts. Mais son impact sur l'effort de guerre était incalculable. L'estimation initiale de la Navy, 5 millions d'heures de travail, économisées à la fin de 1942, n'était qu'un début. À mesure que la guerre avançait et que la soudure de goujons devenait la norme dans toute la construction navale, les gains de temps se multiplièrent de façon exponentielle. Dès 1943, la technique était utilisée non seulement sur les sous-marins, mais aussi sur les porte-avions cuirassés, croiseurs-destroyers et des centaines de navires plus petits. Les porte-avions de la classe Essex, construits à Newport News et dans d'autres chantiers, employaient largement les équipements Nelson pour la fixation du pont d'envol, et les aménagements intérieurs, chaque navire nécessitait environ 20 000 goujons. La Navy construisit 24 porte-avions de cette classe durant la guerre. Les cuirassés de la classe Iowa utilisaient la soudure de goujons pour le platelage, les supports d'équipement et même la fixation du blindage. Les croiseurs lourds de la classe Baltimore intégrèrent la technologie à tous les niveaux. Escorte de destroyers-navires, de débarquement-patrouilleurs, tous les types de bâtiments profitèrent de méthodes de fixation plus rapides et plus solides. Mais l'effet le plus spectaculaire se fit sentir dans la construction des sous-marins. Le chantier naval de Mare Island, où Nelson avait travaillé et vu son idée rejetée, devint l'un des plus efficaces au monde, construisant 17 sous-marins pendant la guerre, avec des délais en constante réduction. Le Portsmouth Naval Shipyard du New Hampshire devint le champion incontesté, 79 sous-marins entre juillet 1940 et juillet 1945. Ce succès reposait sur plusieurs innovations, mais la soudure de goujons en était la clé. Le chantier adopta massivement le système Nelson, non seulement pour les ponts, mais aussi pour les structures internes. Les résultats furent spectaculaires.
Le 27 janvier 1944, Portsmouth lança 3 sous-marins, en même temps, Redfish Ronquille et Razorback, puis un 4e, Scabbardfish, le même jour. 4 sous-marins en une journée, exploit jamais égalé. Au sommet de sa production, le chantier acheva 32 sous-marins en 1944, soit un tous les 11 jours. Les sous-marins de la classe Balao majoritaire, durant la guerre, mettaient en moyenne 12 mois entre la pose de la quille et la mise en service, plusieurs mois de moins que dans les autres chantiers. L'entreprise Electric Boat Company, à Groton, Connecticut, en construisit 74. Manitowoc Shipbuilding, dans le Wisconsin, malgré son éloignement de la mer, en livra 28 convoyés par le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Au total, les États-Unis construisirent 203 sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Chacun nécessitait des milliers de points de soudure à goujon. Chaque goujon économisait quelques minutes de travail, multiplié par des milliers de goujons par navire, et des centaines de navires, ces minutes représentaient des économies de temps vertigineuses. Mais les sous-marins n'étaient qu'une partie de l'histoire. Le véritable volume de production concernait les navires de surface et les cargos marchands. Le programme des Liberty Ships, dirigé par la Maritime Commission et réalisé principalement dans les chantiers, Kaiser produisit 2710 cargos pendant la guerre. Chaque navire nécessitait entre 5000 et 8000 fixations soudées pour le pont, les équipements de manutention, les affûts de canons et les aménagements. Les Victory Ships, modèles plus rapides et perfectionnés, furent construits selon les mêmes principes. L'ampleur de cette production était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Au sommet du programme en 1943, les chantiers américains lançaient 3 nouveaux navires par jour, 75 par mois, 900 par an. Cela n'avait été possible qu'à travers des innovations radicales, préfabrication, assemblage modulaire, spécialisation des ouvriers-outils dédiés et surtout des méthodes d'attache plus rapides, celles qu'un simple soudeur de Californie avait imaginées 2 ans plus tôt dans son garage. La soudure de goujon n'était qu'un élément d'une révolution plus vaste dans l'efficacité de la construction navale, mais c'était un élément essentiel. L'élimination des échafaudages libérait des ouvriers pour d'autres tâches. La rapidité d'installation réduisait les délais d'assemblage. La solidité et la fiabilité des soudures garantissaient que ces navires, construits à la hâte, puissent affronter les tempêtes de l'Atlantique Nord et les attaques ennemies. Au printemps 1943, la marine américaine reconnut officiellement la contribution de Ted Nelson. Le 11 mai 1943, le secrétaire à la marine remit à la Nelson Specialty Welding Equipment Corporation le Army Navy E-Award pour l'excellence en production. Créée en juillet 1942, cette distinction honorait les entreprises dont les installations industrielles atteignaient des performances exceptionnelles dans la fabrication de matériel de guerre, tant en qualité qu'en quantité. À peine 5% des sociétés impliquées dans l'effort de guerre reçurent cet honneur. L'insigne se composait d'un fanion pour l'usine et d'une épingle individuelle pour chaque employé. La cérémonie eut lieu dans l'usine de San Leandro, avec les honneurs militaires complets. Officiers de la Navy représentants de l'armée et dignitaires locaux y assistèrent. Les ouvriers de l'usine, les employés de Nelson, qui avaient travaillé des heures épuisantes pour satisfaire la demande, reçurent leurs épingles avec fierté. Ted Nelson, vêtu comme toujours de son pantalon beige et de sa chemise d'atelier, accepta le fanion et prononça un bref discours. Nous n'avons pas fait cela pour les récompenses ou la reconnaissance. Nous l'avons fait parce que notre pays en avait besoin. Chaque goujon que nous fabriquons, chaque pistolet que nous construisons
aide nos marins et nos soldats à rentrer sains et saufs. C'est toute la récompense dont nous avons besoin. Mais la Navy n'en avait pas fini de reconnaître son œuvre. Les usines, qui maintenaient un niveau exceptionnel de performance pendant 6 mois après la première distinction, recevaient une étoile à ajouter à leur fanion. La société Nelson obtint sa première étoile en novembre 1943, puis une seconde en mai 1944. À la fin de la guerre, la Nelson Specialty Welding Equipment Corporation comptait 2 E-Awards ornés d'étoiles, faisant partie du cercle très restreint des entreprises ayant atteint ce niveau d'excellence. Les citations mentionnaient expressément les 50 millions d'heures de travail économisées dans la construction navale. 50 millions d'heures, l'équivalent de 5700 années. Si une seule personne travaillait 8 heures par jour, sans interruption, il lui faudrait plus de 19 000 ans pour atteindre un tel total. Et tout cela grâce à une simple innovation, un pistolet de soudage à ressort et un capuchon de flux en céramique. Ces économies se traduisaient directement par des navires livrés plus vite, plus de sous-marins chassant les convois japonais, plus de destroyers escortant les flottes, plus de porte-avions lançant leurs avions d'assaut, plus de navires de débarquement, transportant les Marines vers les plages ennemies. Chaque bâtiment mis à l'eau plus rapidement signifiait plus de puissance de feu, plus de ravitaillement, plus de vies sauvées. L'impact stratégique était incalculable. Mais l'invention de Nelson eut un autre effet inattendu, elle démocratisa la soudure. Le procédé de soudage de goujon nécessitait beaucoup moins de compétences que l'installation de boulons ou la soudure traditionnelle. Avec une formation minimale de nouveaux travailleurs, pouvaient exécuter l'opération en toute sécurité et avec efficacité. C'était vital à mesure que la guerre avançait et que les pénuries de main-d'œuvre s'aggravaient. Les femmes affluèrent dans les chantiers navals en nombre sans précédent. La célèbre Rosie the Riveter symbolisait ces ouvrières. Mais il y eut aussi des Wendy the Welders, les Wendy soudeuses. Elles maniaient les pistolets de soudure, posaient les plattelages, montaient les équipements et devinrent souvent hautement qualifiées. Le chantier de Mare Island employait alors près de 50 000 personnes, dont 9 000 femmes. Les chantiers Kaiser comptaient des centaines de milliers d'employés, avec près de 30% de femmes dans leurs rangs. Ces nouvelles recrues avaient besoin d'outils simples, sûrs et faciles à apprendre. La soudure de goujon répondait parfaitement à cette exigence. En 1944, la situation mondiale s'était inversée. La guerre tournait définitivement à l'avantage des Alliés. La production industrielle américaine écrasa les capacités de l'Axe. Les États-Unis construisirent plus de navires d'avions de chars et de canons que l'Allemagne et le Japon réunis. Le arsenal de la démocratie, comme l'appelait le président Roosevelt, tournait à plein régime. Les pistolets de soudure à goujon de Ted Nelson n'étaient qu'une infime partie de cette immense réussite industrielle, mais les petites pièces comptent. En temps de guerre, l'efficacité se mesure en vies sauvées et en batailles gagnées. Une construction plus rapide signifiait davantage de puissance navale déployée, plutôt plus de navires japonais coulés, plus d'îles conquises, plus de pression sur l'ennemi. La campagne sous-marine dans le Pacifique en donna la preuve éclatante. Les sous-marins américains coulèrent plus de 1000 navires marchands japonais, représentant environ 5 millions de tonnes, ainsi qu'un porte-avions 8 cuirassés et de nombreux croiseurs et destroyers. Ce succès n'avait été possible que parce que l'Amérique construisait ses sous-marins plus vite que le Japon ne pouvait les détruire. Au début de la guerre, le Japon possédait une flotte sous-marine plus importante que celle des États-Unis.
mais il n'en construisit que 126 pendant le conflit contre 203 pour l'Amérique. Chaque mois, gagné dans la production, comptait. Chaque semaine où un sous-marin rejoignait la flotte plus tôt signifiait une semaine de chasse supplémentaire contre les convois ennemis. Le programme des porte-avions de la classe l'Essex illustra la même dynamique. En décembre 1941, la marine américaine comptait 7 porte-avions. En août 1945, elle en possédait 99, toutes catégories confondues. Les porte-avions de flotte Essex, au nombre de 24, formèrent l'épine dorsale de cette puissance. Chacun embarquait jusqu'à 90 avions. Les groupes de porte-avions rapides bâtis autour de cette classe dominèrent le Pacifique à partir du milieu de 1943. Ces navires bombardèrent les positions japonaises, lancèrent des raids aériens, assurèrent la couverture des débarquements et affrontèrent la flotte impériale lors de batailles décisives. La plus célèbre fut celle de la mer des Philippines, en juin 1944, où les avions américains détruisirent plus de 600 appareils japonais, dans ce que les pilotes surnommèrent « The Great Marianas Turkey Shoot ». Cette victoire n'aurait pas été possible sans une construction rapide qui permit d'avoir plus de porte-avions au bon endroit, au bon moment. Le 6 juin 1944, lors du débarquement de Normandie, 7000 navires et embarcations furent nécessaires, la plus grande armada amphibie de l'histoire. Cette opération fut réalisable uniquement parce que les chantiers américains et britanniques produisirent des engins de débarquement par milliers. Ces navires, à fond plat conçus pour s'échouer sur les plages et décharger hommes et matériels, demandaient une fabrication rapide et des fixations fiables. La soudure de Goujon s'avéra parfaite pour la rampe de chargement support de bossoirs, équipement de pont, tout pouvait être installé vite et solidement. L'invention de Nelson, conçue à l'origine pour les ponts de sous-marins, trouva ainsi des applications dans toute la flotte de débarquement alliée. Après la victoire en Europe, en mai 1945, l'attention se concentra sur le Pacifique. L'invasion du Japon, opération Downfall, était prévue pour novembre 1945. Elle aurait nécessité plus de navires, plus d'engins de débarquement, plus de logistique que toutes les campagnes précédentes. Les chantiers se préparaient à une nouvelle explosion de production, mais les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août mirent fin à la guerre. Le Japon capitula le 15 août 1945. La gigantesque machine industrielle militaire commença alors à ralentir. Les contrats furent annulés, les ouvriers licenciés, les chantiers fermés ou reconvertis à la production civile. La Nelson Specialty Welding Equipment Corporation se retrouva face à un avenir incertain. Les commandes militaires s'évanouirent presque du jour au lendemain. L'entreprise qui employait plus de 400 personnes à son apogée risquait la faillite. Mais Ted Nelson s'était préparé à cette transition. Pendant les années de guerre, il avait réfléchi aux applications civiles de la soudure de Goujon. La technologie ne se limitait pas à la construction navale. Toute industrie travaillant l'acier pouvait en tirer profit. Construction de bâtiments et de ponts réservoirs, sous pression industrie automobile, fabrication d'équipements lourds. Les possibilités étaient immenses. Nelson se tourna donc vers le marché civil, proposant ses systèmes de soudage aux entreprises de construction métallique et aux fabricants industriels, posant ainsi les bases d'une nouvelle ère pour sa technologie née de la guerre. L'essor de la construction d'après-guerre offrit de nouvelles perspectives. L'Amérique bâtissait des autoroutes, des ponts, des gratte-ciels et des banlieues. Tous ces projets exigeaient de la fabrication et de l'assemblage d'acier.
En 1948, l'entreprise de Ted Nelson avait réussi sa transition vers une production en temps de paix, plus modeste qu'à l'époque de la guerre, mais stable et en pleine croissance. La société continua d'innover, développant de nouveaux modèles de goujons, des pistolets de soudage perfectionnés et des applications spécialisées. En 1950, Nelson vendit son entreprise au grand conglomérat industriel TRW. La vente lui assura une sécurité financière et lui permit de se retirer de la direction active, mais le nom Nelson resta attaché au produit. TRW poursuivit la commercialisation du matériel de soudage Nelson, conservant la notoriété que Ted avait bâtie. Au fil des décennies, l'entreprise changea plusieurs fois de propriétaire. TRW la céda à Farsentech Incorporated en 2000. Doncasters Group Limited racheta Farsentech en 2007. Puis Stanley Black & Decker acquit la division industrielle en 2018. À travers toutes ces mutations, la marque Nelson survécut. Aujourd'hui, Stanley Engineered Fastening fabrique et distribue les produits de soudure Nelson dans le monde entier. La technologie conçue par Ted Nelson dans son garage de Vallejo reste utilisée aux quatre coins du globe. La soudure moderne est plus sophistiquée que son invention d'origine. Les alimentations à onduleurs permettent un contrôle d'arc précis des systèmes automatisés, gèrent les productions à grande échelle, et des robots installent les goujons dans les usines automobiles. Pourtant, le principe fondamental demeure inchangé. Un goujon, un capuchon de flux, un pistolet à ressort et un arc électrique. 1 seconde par goujon. Aucune structure d'échafaudage nécessaire. Les applications dépassent largement la construction navale. Les ouvriers du bâtiment utilisent la soudure de goujon pour fixer les planchers métalliques aux poutres d'acier des gratte-ciel. Les ingénieurs des ponts l'emploient pour les garde-corps et les supports d'éclairage. Les centrales nucléaires s'en servent pour les chemins de câbles et les fixations d'équipements. L'industrie automobile l'intègre dans la carrosserie pour les points de masse et les fixations de garniture. La technologie que Nelson avait imaginée pour résoudre un problème de chantier naval a trouvé sa place dans presque tous les domaines travaillant le métal. Mais le legs le plus émouvant de son invention se trouve dans la restauration des navires historiques. Le cuirassé Texas, l'un des 7 derniers navires à avoir servi pendant les 2 guerres mondiales, subit actuellement une restauration en cale sèche. Le navire nécessite des travaux considérables pour réparer les plaques de coque corrodées et les équipements détériorés. L'équipe de restauration découvrit que le matériel moderne Nelson était idéal pour ce travail. Ils peuvent en fixer de nouvelles plaques d'acier en utilisant la même technologie que celle inventée par Ted Nelson il y a 80 ans. De même, le sous-marin USS Pampanito, bâtiment de la Seconde Guerre mondiale, conservé à San Francisco, utilise la soudure Nelson pour son entretien régulier. Amarré à l'embarcadero, il accueille plus de 100 000 visiteurs par an. Le maintenir en bon état et en sécurité exige un travail constant. Les équipements Nelson permettent à l'équipe de bénévoles d'effectuer ces soudures efficacement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un soudeur certifié pour chaque opération. Ted Nelson vécut assez longtemps pour voir son invention dépasser tout ce qu'il avait imaginé ce jour de 1941, où il griffonna son idée dans un carnet. Il la vit devenir une norme dans la construction navale, adoptée par des industries du monde entier, et vit son nom devenir synonyme d'un procédé de soudage. Il mourut en 1994 à l'âge de 89 ans, après avoir vu la fin de la guerre froide et la transformation du monde que sa génération avait contribué à préserver. Les chiffres de sa réussite ne racontent qu'une partie de l'histoire, 50 millions d'heures de travail, économiser 2 distinctions,
Army Navy Awards, des milliers de navires construits, plus vite, des milliards de goujons produits. Mais les statistiques ne suffisent pas à mesurer son impact. Derrière elles, il y avait des marins rentrés vivants, parce que leurs sous-marins avaient été terminés à temps des Marines, ayant survécu grâce aux engins de débarquement disponibles des familles épargnées, parce que la guerre s'était achevée plus tôt. La véritable mesure de l'innovation ne réside pas seulement dans l'efficacité gagnée, mais dans les vies préservées. Ted Nelson, le soudeur, payé $11 par jour, à qui l'on avait dit que son idée était irréalisable, sauva davantage de vies que bien des héros de guerre. Il le fit non pas avec des armes, mais avec la soudure, non par la destruction, mais par la construction. Le rejet qu'il subit n'avait rien d'exceptionnel. L'histoire regorge d'inventeurs écartés par les autorités, établit Wilbur et Orville Wright, à qui des experts affirmaient que le vol motorisé était impossible. Henry Ford tournait en ridicule pour avoir voulu produire des voitures en série. Chester Carlson, qui passa des années à chercher preneur pour son procédé de xérographie avant de fonder Xerox. Ce qui rendait Nelson différent, c'était son refus d'accepter le refus. Il ne perdit pas de temps à débattre avec les bureaucrates, ni à convaincre les sceptiques. Il quitta son emploi, risqua ses économies et prouva que son idée fonctionnait. Le marché se chargea ensuite de convaincre les autres. C'est là l'essence de l'innovation américaine, ne pas attendre la permission, ne pas se soumettre aux procédures établies, ne pas accepter que les choses doivent être faites comme elles l'ont toujours été. Identifier un problème, trouver une solution et avoir le courage de l'appliquer malgré la résistance des institutions. Le chantier naval de Mare Island, où Nelson avait travaillé et vu son idée rejetée, ferma en 1996, après 140 ans de service. Au cours de son existence, il construisit 512 navires et en répara des milliers d'autres, dont 44 sous-marins, y compris le dernier sous-marin nucléaire lancé en Californie, l'USS Drum, en 1970. Classé monument historique de Californie en 1960, puis partiellement site historique national en 1975, l'ancien chantier est aujourd'hui reconverti en zone résidentielle et commerciale. Certains bâtiments d'époque subsistent, la chapelle, les cales sèches, les ateliers. En arpentant ces lieux, les visiteurs peuvent imaginer l'effervescence de la guerre, quand des dizaines de milliers d'ouvriers y construisaient des sous-marins jour et nuit. Dans le bâtiment 46, l'ancien atelier de tuyauterie fermé en 1984, un petit musée retrace l'histoire du chantier, outils photos, objets d'époque. Il n'y a pas d'exposition dédiée à Ted Nelson, pas de monument pour le soudeur, qui fit économiser 50 millions d'heures de travail. Son nom reste connu seulement des professionnels de la soudure et des historiens maritimes. Mais cela ne l'aurait sans doute pas dérangé. Il ne cherchait ni gloire, ni reconnaissance. Il voulait résoudre un problème, rendre les choses plus efficaces, contribuer à la victoire de son pays. Le fait que sa solution ait fonctionné, qu'elle ait sauvé du temps et des vies, qu'elle ait transformé une industrie, cela suffisait amplement. De son parcours, une leçon demeure valable pour chaque génération. L'innovation vient souvent de là où on ne l'attend pas. Pas toujours des experts diplômés, mais des travailleurs qui voient les problèmes au quotidien et savent comment les corriger. Pas des grands laboratoires corporatifs, mais des garages où des bricoleurs expérimentent jusqu'à trouver une solution. Pas des circuits officiels, mais d'individus prêts à tout risquer pour une idée en laquelle ils croient. La prochaine grande invention pourrait naître d'un soudeur dans un chantier naval, d'un mécanicien dans un garage, d'une infirmière dans un hôpital,
d'un enseignant dans une salle de classe, de quelqu'un que les bureaucrates jugent non qualifié, ou que les experts assurent perdre son temps. L'histoire montre qu'il faut écouter ces voix-là, non parce que toutes leurs idées réussissent, mais parce que celles qui réussissent changent le monde. Le capuchon de flux, en céramique de Ted Nelson, n'était qu'un petit morceau de porcelaine. Son pistolet de soudage, un simple outil, à ressort. Mais ensemble, ils ont supprimé les échafaudages, gagné du temps, accru la sécurité, amélioré la qualité et accéléré la production navale à un moment décisif de l'histoire. 50 millions d'heures, soit 5700 ans. C'est ce que l'idée rejetée d'un simple soudeur finit par sauver. Et ce chiffre ne reflète que le temps de construction directement économisé. Il ne tient pas compte de l'impact stratégique d'un déploiement naval plus rapide, ni des vies épargnées grâce à des sous-marins arrivés plus tôt dans le Pacifique. Il ne mesure pas le surcroît de morale provoqué par des objectifs de production dépassés, ni l'effet dissuasif d'une puissance maritime américaine, croissant plus vite que prévu par ses ennemis. L'impact total de l'invention de Ted Nelson ne sera sans doute jamais calculé, mais une chose est certaine. La victoire américaine durant la Seconde Guerre mondiale dépendit autant de la capacité industrielle que du courage militaire. Les batailles furent remportées par les soldats marins et marines. La guerre, elle, fut gagnée par les ouvriers, les ingénieurs et les innovateurs. Des gens comme Ted Nelson, qui voyaient un problème et le résolvaient, qui refusaient l'inefficacité quand l'efficacité était possible, qui comprenaient que dans une guerre totale, chaque minute économisée à l'usine pouvait sauver une vie sur le champ de bataille. Cette leçon demeure valable au XXIe siècle. Les défis d'aujourd'hui: changement climatique, raréfaction des ressources, dégradation des infrastructures, exigence de l'innovation à tous les niveaux. Les solutions ne viendront pas seulement des universités d'élite ou des laboratoires d'entreprise, mais aussi des travailleurs qui voient les problèmes de près et inventent des solutions pratiques. Le prochain Ted Nelson conçoit peut-être un panneau solaire plus efficace dans un garage. La prochaine avancée viendra peut-être d'un ouvrier d'usine qui sait exactement ce qui fait perdre du temps et de l'énergie. La prochaine révolution en matière d'efficacité naîtra peut-être de quelqu'un que les circuits officiels jugent non qualifié. Nous devons écouter, encourager l'innovation sous toutes ses formes, réduire les barrières entre l'identification d'un problème et la mise en œuvre d'une solution. Et surtout nous souvenir que certaines des plus grandes avancées de l'histoire sont venues de ceux que le système refusait d'entendre. Ted Nelson commença comme soudeur, payé $11 par jour. Il termina sa vie comme industriel millionnaire, mais il ne perdit jamais son humilité. Il se voyait toujours comme un simple mécanicien qui avait trouvé un meilleur moyen de faire les choses. Quand on l'interrogeait sur son succès, il répondait avec un sourire: « J'ai seulement construit une meilleure souricière. Le monde a fait la queue à ma porte. » Ce n'était pas du génie, c'était du bon sens appliqué au bon moment avec courage et persévérance. Voilà le véritable héritage de Ted Nelson. Non pas les 50 millions d'heures gagnées, ni les distinctions, ni l'entreprise mondiale, qui porte encore son nom, mais la preuve qu'une seule personne, armée d'une bonne idée et de la volonté de la concrétiser, peut changer le monde. Cet héritage vit encore chaque fois qu'un soudeur appuie sur la gâchette d'un pistolet de soudage Nelson. Chaque fois qu'un navire est construit plus vite qu'avant. Chaque fois que quelqu'un regarde un processus inefficace et se dit « Il doit bien y avoir un moyen plus intelligent ». Ted Nelson s'est posé cette question en 1941. Sa réponse a aidé à gagner une guerre.
Et vous? Quelles questions posez-vous aujourd'hui? Et surtout quand les experts vous diront que c'est impossible, quand les bureaucrates vous ordonneront de suivre les procédures, aurez-vous le courage de leur prouver qu'ils ont tort? L'histoire de l'innovation nous enseigne qu'il faut parfois ignorer les experts, faire confiance à ses propres observations et construire soi-même la solution que l'on sait juste. Ted Nelson l'a fait. Et 80 ans plus tard, les soudeurs du monde entier utilisent encore chaque jour son invention, tandis que quelque part dans un garage ou un atelier, le prochain Ted Nelson est peut-être déjà en train de tracer le croquis d'une idée que tous jugent impossible, jusqu'à ce qu'elle change le monde.